3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Dorian Foulon est avec nous, stratégiste chez Cholet Dupont Oudard. Bonsoir Dorian. Bonsoir Grégoire. Ravi d'accueillir Arthur Tondou également parmi nous ce soir, gérant allocataire chez Odo BHF Asset Management. Bonsoir et bienvenue Arthur. Bonsoir. Et Xavier Chapon nous accompagne également, le directeur de la gestion cotée de la dette privée chez Arkea Asset Management. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Oh, petit tour de table sur ce phénomène de rotation et des rotations au pluriel, peut-être d'ailleurs Xavier, à la fois cette rotation sectorielle, on voit la tech baisser depuis le mois d'octobre, mais on voit quand même qu'il y a d'ailleurs plus de secteurs qui progressent depuis octobre que de secteurs qui baissent, donc il y a bien ce mouvement de rotation sectorielle qui se met en place. On parle des matériaux, on parle de l'énergie, on parle de la consommation de base également, de l'industrie en général qui retrouve de l'intérêt visiblement auprès des investisseurs, et puis une rotation géographique également. Alors là aussi, qui a commencé il y a plusieurs mois maintenant, avec une surperformance du reste du monde en général par rapport aux actions américaines. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces mouvements ? Est-ce que c'est des mouvements qui ont encore du vent porteur pour se développer à travers l'année 2026 ? Ou est-ce qu'il y a déjà l'idée peut-être que cette rotation arrive à certaines limites ? Alors tout d'abord, il faut quand même rappeler 2025. 2025, les marchés ont été tirés par un certain nombre de valeurs, en particulier aux États-Unis, les valeurs de la tech, qui ont vraiment emmené le marché en territoire positif. Si on n'avait pas eu ce secteur-là, on aurait été dans une situation bien différente. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une configuration où la croissance commence vraiment à se matérialiser, que ce soit en Asie, en Europe et également aux États-Unis, avec des éléments évidemment négatifs, mais surtout sur des valeurs et sur des secteurs qui sont des secteurs, je dirais, de base, dont on a absolument besoin. Donc on est, à mon sens, dans cette configuration-là. Donc moi, je suis plutôt favorable sur le fait de dire que c'est un mouvement qui va perdurer sur l'année 2026. On a besoin d'investissements. Ces investissements commencent à être mis en place, en particulier en Europe, avec l'Allemagne, qui va tirer un certain nombre de secteurs. Aux États-Unis, on est aussi dans cette mouvance-là. Et quant à l'Asie, alors l'Asie est tirée par certains secteurs de forte technologie et sur des secteurs de pointe, donc c'est un petit peu différent. Et avec une hausse de marché qui pourrait presque se rapprocher des 3 chiffres pour certains pays, au moins quand on regarde sur l'année dernière déjà. Donc on est dans cette situation-là. Donc moi, oui, je suis favorable au fait de dire que ça va continuer et qu'on n'est pas dans une situation de retournement rapide de cette envolée de ces secteurs. Ouais, mais ça veut dire que c'est une rotation positive, c'est une rotation qui entretient ce qu'on appelle le bull market, Xavier. Absolument. C'est ça, c'est pas une rotation qui pourrait augurer justement de la fin d'un mouvement haussier. Pour l'instant, non. Ouais. Pour l'instant, non. Et on voit aussi la liquidité est là. Elle est très importante, qu'elle soit sur le marché obligataire comme sur les marchés d'actions. On a des banques centrales qui sont favorables à ce mouvement-là, même si aujourd'hui on voit la Banque centrale européenne qui maintient ses taux, mais néanmoins ce sont des niveaux qui sont quand même accommodants par rapport à la situation. On a une situation de l'emploi qui s'améliore globalement, donc oui, je pense que pour l'instant on n'a pas d'éléments précurseurs à un retournement de ce marché. Chez Odo BHF, Arthur, est-ce que vous êtes à l'aise aussi avec cette rotation ou ces rotations qui se développent dans le marché ? Et puis, le pendant de cette rotation, c'est aussi ce qui se passe sur la tech. Je le disais, la tech baisse depuis octobre. Alors, la tech, dans toutes ses dimensions, et tout le monde n'est pas forcément, j'allais dire, ne souffre pas forcément de la même manière. Il y a les fournisseurs d'infrastructures, de puces, de mémoire également, qui tiennent plutôt bien. Il y a la partie software, à l'inverse, évidemment, qui, pour l'instant, est au cœur du jeu de massacre. Quand on regarde cette partie de la rotation, la baisse de la tech, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que la tech doit encore souffrir ou est-ce que la tech a déjà suffisamment souffert pour un investisseur ? Déjà, la rotation, elle paraît relativement saine. C'est vrai qu'on était sur des niveaux de valorisation qui commençaient à être un peu stratosphériques pour certaines valeurs, pour certains secteurs. Donc, qu'il y ait une respiration, c'est absolument normal. Après, quand on regarde les chiffres de croissance US, d'un point de vue macro, ils sont sains. D'un point de vue entreprise, ils sont très bons. On le voit sur le Q4. 3/4 des boîtes font mieux que ce que prévoyait le consensus, de l'ordre de 10-11%. Et après, encore une fois, on a des secteurs qui rattrapent parce qu'en fait, on a
un moteur de croissance qui est l'intelligence artificielle, mais on a un squelette qui est physique, et puis en fait, il y a toute la chaîne qui prend sa part du gâteau. Donc l'énergie, toutes les infrastructures en général, et donc c'est normal aussi que ces secteurs-là en profitent, et on commence à le voir, et donc cette rotation est vraiment relativement très saine. Et après, comme vous l'avez dit, il y a une dispersion énorme. C'est compliqué d'être stock picker en ce moment, parce que quand on se trompe généralement très 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 fort, parce que finalement les indices ils sont au plus haut. Et sous la surface, on peut avoir des fonds, vous êtes orienté tech sur le mauvais côté de la tech, vous faites un -20. Et donc, il faut pouvoir supporter ça. Et est-ce que ça va continuer? Ça, c'est la grande question. Est-ce que la tech a suffisamment souffert ou pas? Alors, la tech, en général, moi, je dirais que c'est peut-être un moment où la respiration a été assez violente. La sous-performance aussi, d'un point de vue agrégé. Les US font en rien cette année. Tout le reste a quand même plutôt bien marché. On a un dérating qui a été assez puissant. Et peut-être que c'est le moment de revenir sur les US et sur la tech US en particulier. Quand on regarde les sociétés, alors c'est pareil, les softwares, ça n'a pas du tout fonctionné, mais il y a plein de choses dans les softwares, dans les classifications MSCI. Ouais. On voit Microsoft, ça vaut 23 fois les résultats. Sur les niveaux de croissance embarqués futurs, ça se traite sur les mêmes multiples que le S&P. Pour nous, c'est un moment où il faut revenir dessus, bien évidemment. Il faut remettre de la tech, il faut remettre des US. Et après, bien évidemment, c'est à faire les arbitrages. Oui, c'est un jeu de pondération, exactement. C'est un jeu d'équilibre, effectivement. Mais vous dites, il y a peut-être quand même déjà des opportunités à saisir aujourd'hui dans cet univers-là. Absolument, absolument. Et donc là, les semis, les mémoires ont extrêmement bien performé parce qu'il y a des capex qui surprennent à la hausse, parce que c'est eux qui sont de l'autre côté du chéquier et puis qui récoltent tout. Maintenant, est-ce que ce pic de capex est atteint? Peut-être que maintenant, c'est le moment de rebasculer un petit peu les portefeuilles, prendre un peu de profit et se remettre sur ce qui maintenant embarque à une décote, pas forcément une décote, mais qui a embarqué sur les ratings. Ouais, je voyais que le secteur des semi-conducteurs, alors c'est une première depuis au moins 10 ans, se traite sur des multiples forward plus élevé que le secteur des logiciels. C'est plutôt d'ailleurs le secteur des logiciels qui est allé creuser et qui est allé creuser et qui est passé sous la valorisation du secteur des semi-conducteurs. Ils sont du bon côté de l'histoire, au moins à court terme. Comme je le disais, ils ont du pricing power et ils mettent le prix qu'ils veulent. Notamment, on le voit sur les mémoires coréennes. En fait, tout le monde en veut, personne n'en a, donc ils mettent le prix qu'ils veulent. Et donc, les prix explosent. Et donc, ce qui fait que c'est effectivement tout ce secteur des composants en valo a pas forcément énormément bougé parce qu'il y a Nvidia qui est le mastodonte qui lui n'a rien fait alors que les résultats sont supposés exploser. Donc en termes de multiples de valorisation, ça a plutôt tendance à corriger. Mais le logiciel effectivement a sombré sur différents éléments et sur certaines inquiétudes sur est-ce que l'IA finalement elle sera assez disruptif pour finalement faire disparaître tout un pan de l'économie qui est le software. Mais ça, encore une fois... Le software peut baisser aujourd'hui sur des communiqués de presse, des tweets, des... Il y a une des annonces marketing de marché. Oui, ça montre bien, là. On est prêt à vendre sur n'importe quelle nouvelle, quoi. On parlait de Salesforce qui publie ce soir. Ouais. Alors, après, tout dépend du E qu'on met, mais sur les multiples de valorisation... On parle de 13-14 fois sur le E d'aujourd'hui. Alors, ça ne sera peut-être pas le E de demain, mais c'est des niveaux de value, en fait. Donc, alors qu'on parle de secteurs qui font des dépenses dépenses d'investissement, mais qui ont de la croissance future embarquée, quand même. Un Dassault Systèmes chez nous, qui est évidemment l'icône nationale du logiciel et même mondial, qui se situe vraiment dans la classe premium des logiciels, est revenu sur ces multiples de valorisation qui prévalaient au moment de l'introduction en bourse de Dassault Systèmes. Donc ça montre la violence du mouvement de de-rating. Comment vous vous situez par rapport à cette situation de marché d'Orient, chez Cholet, Dupont, Oudard? On a l'impression qu'il y a à la fois un moment un peu tactique à gérer, et qu'il ne faut pas perdre de vue non plus les fondamentaux qui, si j'écoute vos deux confrères, sont plutôt porteurs. Alors moi, je vais avoir une vue un petit peu plus contrariante. Du coup, j'ajoute un petit peu sur les softwares. Ouais. Déjà, pour commencer, je pense que déjà, faut pas oublier que les marchés anticipent. Et anticipent à très long terme. Et se dit, en gros, qu'est-ce qui drive les marchés? C'est les bénéfices aujourd'hui, mais c'est aussi les bénéfices dans 5 ans, 10 ans, etc. Est-ce que les bénéfices vont être pérennes? Le marché aujourd'hui, et on a vu plusieurs études alors qui peuvent être controversées, comme je parle de la Citrini Research, bien sûr. par exemple, que j'ai lu vraiment en profondeur,
Et en fait, alors c'est un scénario, c'est pas le scénario de base, c'est un des scénarios. Mais en fait, clairement, c'est vrai que quand on lit ça, ça montre bien qu'il y a de la disruption tellement énorme que certains secteurs peuvent être amenés, ou valeurs, ou en tout cas typologies de secteurs peuvent être amenés à disparaître, ou en tout cas à vraiment devoir remettre totalement en question son business model et en perdant énormément de marge. Donc des valeurs et des secteurs de software donc, qui ont été valorisés très chèrement il y a certaines années parce qu'il y avait cette ambition, ce potentiel élevé. Aujourd'hui, si on perd totalement ce potentiel de marge dans les prochaines, ça peut prendre 5, 10 ans, ça peut être assez long, mais si on enlève tout ça, clairement, il n'y a plus grand-chose derrière, je pense. Alors, c'est peut-être un avis un petit peu plus pessimiste. Et j'aimerais aussi parler de Téléperformance, parce que c'est un exemple, Téléperformance, qui a été impacté avant toutes les autres, parce que c'est vraiment le business qui était le plus facilement, enfin, l'interprétation la plus facile sur l'impact vraiment réel sur une entreprise. On avait le même débat quand elle valait 20 de PE, on avait le même débat quand elle valait 15 de PE, quand elle valait 10 de PE. Aujourd'hui, c'est 4 fois les bénéfices, Téléperformance. Donc, faut pas oublier quand même que la bourse peut être déjà irrationnelle. Et même s'il y a des éléments derrière aujourd'hui, les valeurs, où on peut se dire ah oui mais c'est magnifique, elle a une croissance de bénéfices. Oui, ok, mais la bourse peut continuer à avoir le long terme pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser, mais ça veut dire que tant que la bourse, tant que les marchés se focalisent sur ça, ça peut durer. Et moi, je pense que ça peut durer un certain temps, et je pense qu'on n'est peut-être pas à la fin de cette il y a une vraie conviction pour vous, derrière le mouvement de de-rating du software, alors qui paraît violent, peut-être parfois à la limite de la panique sur certaines séances, où on se demande effectivement si c'est pas on vend d'abord et on réfléchit ensuite. Vous dites, il y a quand même sans doute dans le marché des gens qui réfléchissent à la situation, entre guillemets, et qu'il y a peut-être un vrai travail en profondeur de réévaluation des perspectives de ce secteur, pas sur un trimestre, parce que là pour l'instant les résultats n'ont pas bougé, mais sur plusieurs années. Alors je dis pas que ça va forcément se faire, mais je dis que je comprends la prudence des marchés et je comprends que la prudence des marchés puisse perdurer. Et le marché aussi c'est assez volatile, hein, on sait comme c'est. Quand un secteur, d'ailleurs Téléperformance a été le cas, avait beaucoup baissé, un petit peu rebondi, on se disait c'est peut-être la fin, puis finalement deuxième grosse jambe de baisse. Donc on peut faire aussi un peu la même chose. Là on se pose beaucoup de questions, tout le monde se dit que c'est peut-être le moment de revenir un peu sur le secteur, ce qui peut permettre au secteur de rebondir un petit peu. Et pourquoi, je ne dis pas que c'est forcément notre scénario, mais on pense qu'il y a quand même un risque probable qu'on ait derrière une deuxième jambe de baisse qui nous entraîne un petit peu plus loin. Pour revenir juste pour dire un petit peu mon mot sur la rotation en général, et notamment des valeurs tech vers toute l'économie, la vieille économie, ça aussi c'est un sujet, là pour le coup je partage plus ou moins les avis, on pense que ça va plus ou moins durer, parce qu'il y a quand même des gains de productivité qui en effet se diffusent, comme on l'a déjà dit, sur toutes ces valeurs-là. Et puis je pense que c'est des valeurs qui permettent à la fois de se prémunir contre une bulle, et donc un éclatement de bulle sur les valeurs de l'IA, les pure players de l'IA, mais qui peuvent bénéficier aussi quand même de cet développement de l'IA. Et à la fois, c'est des valeurs qui ne craignent pas justement le risque de disruption. Donc c'est des valeurs, on l'a déjà dit, c'est chimie, c'est toutes les valeurs de la vieille économie, hein, c'est des valeurs aussi qui peuvent l'appeler la pioche, donc les Schneider, tout ce qui va, l'électricité, les utilities, tout ça, ça va forcément bénéficier de tout cet engouement de l'IA, sans avoir les risques de bulles. On est quand même sur des valorisations quand même relativement faibles par rapport à l'IA et à la tech. C'est des parts importantes de leur business, vous citez Schneider, Legrand ou autre, mais c'est pas tout leur business non plus. C'est ça, c'est ça. Donc il y a quand même une part du business. Il y a d'autres tendances. Il y a d'autres tendances. Voilà. Et je pense que pour la tech, à mon avis, là, on a quand même une phase plus ou moins longue de crainte sur la tech, justement sur l'IA, sur les softwares. Donc, comme je l'ai dit, les softwares, je pense que ça peut durer. Maintenant, sur la tech pure player de l'IA, à mon avis, ça va finir par repartir, parce que quand on regarde quand même les bénéfices, et là, du coup, les bénéfices anticipés et l'impact que ça aura dans les 5-10 prochaines années, c'est tellement majeur, c'est tellement énorme, que je pense que ça repartira. Et peut-être qu'on fera ou qu'on est en train de faire d'une bulle. Là, on peut reparler de la bulle, là, on n'en parle plus évidemment parce qu'on a beaucoup corrigé, mais ça n'empêche pas qu'on reparte et qu'on aille continuer à gonfler cette fameuse bulle dont on parlait il y a 3-4 mois. Ça peut prendre des années, parle plus du tout. Bulle, ça peut prendre des années, exactement. Si on reprend l'exemple par rapport aux années 2000, si on est en 97-98, ça peut prendre 2-3 ans et l'accélération peut être tellement énorme qu'on peut doubler en 2 ans, en 1 an, je sais pas, peut-être pas 1 an, mais 2 ans. Donc
Je pense que ça peut tout à fait repartir. C'est toujours comme ça se passe toujours en plusieurs temps. Il y a toujours un phénomène d'euphorie sur les nouvelles technologies. Et là, c'est quand même une nouvelle technologie quand même assez révolutionnaire. Donc, il y a forcément cette période d'euphorie. Il y a aussi la période de doute au sein de l'euphorie qui dure plus ou moins longtemps. Puis après, on repart un peu dans l'euphorie. Et après, il y a quand même forcément, au bout d'un moment, un éclatement de bulle. Mais ça peut, encore une fois, prendre beaucoup d'années, un certain temps. Et aujourd'hui, on pense, nous, que c'est pas encore pour tout de suite. Donc, on pense que l'IA va repartir. En fait. Derrière le développement de l'IA ou de la bulle IA, je ne sais pas comment il faut le dire, Xavier, il y a aussi l'idée que des pays sont en train d'acquérir une forme d'indépendance. Alors, c'est un sujet en Europe, évidemment, dont on parle régulièrement. Comment renforcer l'Europe sur le plan géopolitique, sur le plan économique, comment renforcer la souveraineté européenne, mais évidemment c'est un sujet pour beaucoup d'autres pays dans le monde, à commencer par un pays comme la Chine. On a beaucoup parlé du fait que le marché chinois redevenait ou était redevenu investissable, pour ceux en tout cas qui ont pensé qu'il ne l'était plus pendant quelques années. Xavier, ça s'est fondé notamment sur la capacité de la Chine à ne plus être seulement un rival technologique, mais un leader. Absolument, et on peut le voir aujourd'hui avec la technologie de la lithographie pour les semi-conducteurs, où nous avons enfin les Chinois qui sont en train d'acquérir cette technologie de l'extrême ultraviolet. Jusqu'à présent, ils avaient le deep ultraviolet, et encore pas complètement maîtrisé, mais avec Huawei, ils ont réussi à faire venir énormément d'ingénieurs, dont certains qui viennent d'ASML, évidemment. Et aujourd'hui, ils ont prouvé qu'ils avaient trouvé la méthode. Alors, c'est une chose extrêmement importante parce que ça signifie que cette souveraineté, surtout cette indépendance par rapport justement à l'étranger, ils sont en train de l'acquérir. La question, c'est de savoir s'ils vont être capables de produire et surtout de produire sans erreur. Parce qu'évidemment, cette technique d'impression, elle est extrêmement précise. Et le reproduire, le savoir-faire, c'est une chose. Le reproduire avec la fiabilité d'un ASML, ça prend des années. Ça prend des années. ASML, ils ont trouvé en 2001. Mis en place plus de 10 ans plus tard. Donc, je pense qu'on n'est pas dans le même ordre de temps, mais néanmoins, ça va prendre du temps pour eux. Là, ils ont un objectif de production qui, pour moi, est pour 2028. C'est court. C'est très, très court. Maintenant, c'est à l'échelle de la Chine. Ce n'est pas à l'échelle de Huawei, c'est vraiment un État qui prend cette décision-là. Donc je pense qu'ils sont dans ce trend. Et puis les Chinois sont toujours dans un temps très long. Donc ils savent qu'ils sont sur le bon chemin pour devenir indépendants de l'étranger. Et c'est leur objectif, ça a toujours été leur objectif. Et vis-à-vis de Taïwan aussi, c'est intéressant parce que dans cette configuration-là, oui, ils sont toujours intéressés politiquement, idéologiquement à prendre Taïwan. Mais à partir du moment où ils ont acquis cette compétence, cette technologie, le besoin est moins fort aussi. Donc voilà. Donc déjà, ça permet de stabiliser potentiellement un petit peu la zone. Mais ça veut dire, du point de vue de l'investisseur, on cherche toujours des stratégies ou des actifs qui permettent de se décorréler des marchés. Là, il y a un vrai découplage qui est en train de se mettre en place entre la puissance technologique chinoise et la puissance technologique occidentale dans son ensemble, Xavier. C'est-à-dire que oui, ça devient un bon marché de diversification, de décorrélation. Il faut le prendre comme ça. Si on peut investir sur la Chine et qu'on considère que ce n'est pas un pays non investissable, oui, je pense qu'ils sont aujourd'hui dans une situation où ils ont atteint un niveau de technologie vraiment élevé. Et même s'il y a aujourd'hui ASML qui est en train de développer de nouvelles technologies, c'est extrêmement important pour eux. C'est le seul moyen pour eux pour être vraiment dans la cour des grands. Ils ont acquis cette techno. Donc oui, c'est un marché à regarder. Bon. Mais jusqu'où peut aller... Et pas que la Chine d'ailleurs. Pas qu'en Chine, oui, voilà. Je comprends. C'est un découplage qui va jusqu'où? Parce que là, un des prochains temps forts de la grande vie politique mondiale, ça va être la rencontre Donald Trump-Xi Jinping à la fin du mois de mars. C'est pas tous les jours que ça arrive. Xavier, on va continuer à se faire des sourires, à se serrer la main le plus fort possible. Et derrière ça, la question, c'est toujours... jusqu'où ces deux superpuissances peuvent-elles ou ont-elles envie de se découpler? On a vu d'ailleurs qu'à travers la nouvelle donne tarifaire, la Chine continuait d'améliorer sa position commerciale par rapport aux États-Unis. Après, elle était à un niveau élevé. Partant d'un niveau qui était très dégradé, évidemment. Voilà. Ça reste des ennemis, politiquement parlant, économiquement parlant. La Chine veut devenir la première puissance économique, première puissance militaire.
Ça va continuer, quelles que soient les rencontres entre chaque président. Bon. Un qui partira peut-être dans moins longtemps et un autre qui, en revanche, peut rester très, très, très longtemps. Oui. Voilà. Bon, ça reste quand même plus facile de lire l'économie américaine que l'économie chinoise. C'est point d'interrogation. En tout cas, on a quand même plus de données. Alors, la question de la fiabilité des données, elle est partout. Elle est partout aujourd'hui. On a beaucoup moins de données en provenance de Chine. On en a toujours beaucoup en provenance des États-Unis, sans doute avec une qualité inférieure à celle qu'on pouvait avoir, notamment avant la période pandémique. Néanmoins, quelle lecture vous faites de l'économie américaine ? Toujours des signaux un peu divergent, un peu contradictoire, mais on a l'impression d'une croissance qui reste malgré tout soutenue, avec certes un affaiblissement du marché du travail au point que l'économie américaine n'a peut-être pas créé d'emplois du tout en 2025. Parce qu'elle n'a peut-être pas besoin, finalement. On se rend compte que le point neutre de création d'emplois pour faire de la croissance, il n'est plus le même que maintenant. Donc on voit effectivement ce marché de l'emploi qui se stabilise, qui crée moins d'emplois, le chômage qui remonte très légèrement, mais de toute façon, ça permet aussi de légitimer des baisses de taux de l'autre côté. Et donc c'est là aussi finalement pas une si mauvaise nouvelle de voir cet emploi qui reprend un taux de chômage qui remonte très, très légèrement. Et donc les chiffres hors shutdown, bien sûr, ils sont fiables parce qu'ils tombent. Mais je fais le lien avec le chiffre de croissance qui est tombé il y a 10 jours maintenant. Vendredi, non ? Vendredi, le jour de la décision de la Cour suprême. Le même jour, c'est ça, effectivement. Qui a relégué le chiffre du PIB américain au second plan. Et donc 1,4% avec un impact justement de ces dépenses gouvernementales qui viennent faire un chiffre un peu en deçà des attentes. Ça soustrait quasiment un point de croissance, pas loin. Un point de croissance, c'est ça, exactement. Et avec une conso qui tient finalement. Donc le consommateur, il est toujours là. Alors après, il y a le débat de oui, mais c'est que quelques consommateurs qui tirent la croissance. Oui, mais en attendant, la croissance est toujours là. L'inflation retangente vers là où elle doit aller. Alors après, on parle aussi de l'impact des tarifs qui finalement vont commencer à être derrière nous. Donc cette convergence de l'inflation, on y croit toujours aussi. Et donc tout l'un dans l'autre, tous ces chiffres macroéconomiques font que l'économie américaine paraît assez saine. Alors Donald Trump le martèle à qui veut l'entendre. Mais finalement, elle est plus que saine quand on écoute Donald Trump. Elle est exceptionnelle. Mais en tout cas, on est dans une configuration assez saine. Et puis, quand on regarde les résultats de nos entreprises, ça redescend jusque dans le résultat des boîtes. Pour vous, c'est pas une année où le principal risque est un risque macro ? Non. Alors, si je dois trouver un risque, il est plus marché que macro. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc, il peut devenir macro par le marché, quoi. Par le marché. C'est-à-dire qu'on a cette fameuse économie en K, donc un consommateur qui a un effet richesse très important et que s'il voit le marché baisser, s'il voit le Bitcoin baisser, toutes ces valeurs de la tech qu'il a en portefeuille baisser, il ne voudra pas acheter une voiture. Et donc, en fait, c'est un peu dans le sens inverse qu'on le voit. Alors, ce n'est pas un risque, ce n'est pas notre scénario principal, mais il viendrait potentiellement de cet effet richesse qui redescendrait dans un consommateur qui aurait un impact sur l'économie. Et c'est plutôt comme ça que je le resituerais si jamais je devais identifier le risque principal pour l'instant. Il y a toujours un peu de drawdown dans les années d'élection de mi-mandat, j'ai vu. C'est pas forcément des années négatives, mais il y a toujours un passage où il y a un drawdown entre 15 et 20%, quoi, effectivement. Il y a aussi des incertitudes qui font qu'il y a peut-être aussi une chambre qui bascule de l'autre côté et avec des politiques qui vont changer. Et le marché n'aime pas l'incertitude, surtout sur des niveaux de valorisation élevés. Et donc, encore une fois, une correction, c'est pas forcément malsain, une correction, ça peut être aussi l'occasion de trouver des points d'entrée. Et de permettre à ceux qui n'étaient pas suffisamment dans le marché d'y entrer ou d'y revenir. Comment vous regardez l'économie américaine et par rapport à la situation des marchés, évidemment, Dorian? Ce que je trouvais intéressant dans la journée de vendredi, c'est qu'on a évidemment cette invalidation de la Cour suprême, enfin des tarifs Trump par la Cour suprême. On a tout de suite la réaction de Trump. Ça va être 10, puis 15, puis 10 en plus. Bon, bref, on s'attendait évidemment à ce qu'ils trouvent des alternatives. Ces équipes l'avaient déjà annoncé. Mais ce qui est intéressant, c'est que le marché n'a pas considéré que ce regain d'incertitude tarifaire méritait
une nouvelle brique de prime de risque ou de prime de terme, par exemple, sur les obligations américaines, par exemple. Exactement. Les obligations comme les actions, d'ailleurs, on a une réaction quand même plutôt positive, globalement. Moi, je pense qu'en effet, il y a quand même... On voit le positif de la décision de la Cour suprême. Pour les États-Unis, c'est pas forcément positif. C'est mitigé, mais il y a aussi pas mal de négatifs. Pourquoi ? Parce que, premièrement, déjà, il va falloir rembourser une partie de ses droits de douane, parce que la Cour suprême n'a pas statué, mais en gros, le résultat de ça, c'est que chaque entreprise devra justifier et aller pour se faire rembourser. En fait, ça a commencé, FedEx, voilà, d'autres. c'est exactement ça. Donc les grosses entreprises, évidemment, vont faire les démarches. Donc il faudra rembourser tout ce qui a été reçu. Et puis les prochaines, ce qui devait être reçu, ce qui ne sera plus reçu, on est passé de 17% à 14%, je crois, après cette décision. Donc, avec les 15% de taux global que Trump a imposé au monde entier. Ce qui fait que, donc, il y a quand même un manque à gagner. Et au niveau du budget américain, ça va se ressentir. Il faudra trouver une solution, il faudra compenser ça. D'autant que Trump voulait... mais le marché n'a pas réagi comme si on s'était pris un point de déficit en plus clairement pas, vendredi dernier, quoi. Non, le marché voit plutôt le côté positif. Il y a du positif, évidemment. Alors, on voit quand même une taxe en moins pour le consommateur américain. Exactement. On voit quand même qu'il y a une divergence. Et bon, elle y était déjà, donc dire que c'est dû à ça exactement, je ne sais pas, mais on peut dire que ça a amplifié. En tout cas, la divergence entre l'Europe et les émergents et les États-Unis. En fait, on voit clairement que ça bénéficie à qui ? Principalement à l'Europe et aussi aux émergents. Donc à l'Inde énormément, Chine, à la Chine, Brésil. tous ceux qui avaient des droits de douane énormes et qui aujourd'hui bénéficient énormément de tout ça. Donc ça va, à mon avis, déjà contribuer à renforcer un petit peu les divergences qu'on a et qu'on continue d'avoir entre les États-Unis et le reste du monde, on va dire, pour généraliser. Maintenant, c'est vrai que sur les États-Unis, les marchés ont vu plutôt le côté positif, mais il y a quand même de l'incertitude, ça ajoute de l'incertitude, évidemment. Trump a perdu aussi du pouvoir de négociation sur tous les deals, les fameux deals qui, pour le moment, tiennent, mais jusqu'à quand ? Parce qu'il n'a plus de pouvoir de négociation. La menace, c'est 15%, donc, ça peut plus être 150% de tarif. Donc, c'est ça. Donc, en fait, il a perdu totalement ce pouvoir de négociation. Donc, il ne reste plus grand-chose. Et ce qui, au début, faisait peur, donc ces droits de douane, cette forte hausse des droits de douane faisait peur, finalement, ça a été vu comme plutôt positif. Et donc là, il y a à nouveau une inversion, mais les marchés pourtant ne voient pas le négatif. Dans les deux cas, c'est souvent le cas. Voilà, c'est souvent le cas. Le marché voit le positif et ne veut pas voir le négatif jusqu'à quand. Les sont d'éternels optimistes. C'est exactement ça. Bon, mais effectivement, une incertitude qui remonte, mais qui reste encadrée. C'est ce qu'on comprend quand même de cette décision de la Cour suprême. Sur la situation macro-américaine, Xavier, et puis je veux bien qu'on redise un mot quand même des marchés de crédit et peut-être des différences entre le fonctionnement et l'exposition du marché américain du crédit privé et ce qu'on peut observer également en Europe. Oui, tout à fait. Alors, pour parler du crédit privé, il faut déjà avoir en tête que le marché américain est un marché désintermédié. 70% de la dette ne se situe pas dans les banques. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une configuration où on commence à avoir des défauts. On a quelques sociétés de gestion qui ont quelques... premiers cafards il y a quelques mois, et puis on voit des sociétés de gestion effectivement aujourd'hui qui sont obligées de prendre des mesures pour gérer la liquidité demandée dans leur fonds. Voilà, de bloquer un petit peu ces sorties pour pouvoir gérer aussi les ventes derrière. On a des problématiques de valorisation, on a des problématiques de situation financière de petites entreprises américaines qui commencent vraiment à poser problème et les défauts commencent à apparaître. Donc 70% de ce marché se situe là. Potentiellement, il y a un risque de voir une transmission de ces défauts vers les banques et vers les institutionnels, les investisseurs institutionnels, parce qu'évidemment, ces sociétés se retournent. Il faut qu'ils vendent ces émissions à d'autres. Donc voilà, c'est un risque qui peut apparaître aux États-Unis. Pour l'instant, il n'est pas encore significatif, mais c'est à regarder de près. Et donc potentiellement un risque pour les banques. Voilà, ça c'est la première chose. En zone euro, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Premièrement parce que le marché, oui, a connu une désintermédiation depuis un peu plus de 10 ans, depuis 2013-2014, mais on a quand même un marché qui est tenu par le marché bancaire et des entreprises qui n'ont pas les mêmes problématiques d'endettement. Il faut voir aussi que pour les États-Unis, on a les BDC qui font du levier aussi.
Donc, je rappelle, Business Development Company, il faut le dire d'un mot. Non, mais des véhicules, c'est l'exemple de Bluehole dont on parle depuis plusieurs jours et plusieurs semaines maintenant. On met des véhicules cotés à disposition des particuliers, du retail, qui leur permettent de s'exposer justement à ces marchés de crédit privé. Et le crédit privé américain est très exposé, notamment au secteur de la tech et des softwares. Voilà. Très exposé et qui fait du levier. Et qui fait donc en plus du levier. Voilà. Et c'est ça la problématique, c'est le levier. Heureusement, en Europe, il n'y a pas de levier. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, on est en train de développer un marché, on retailise. Mais on le fait à l'européenne. On le fait à l'européenne. Donc oui, ça se tourne vers une clientèle privée, à la fois sur la dette infra et sur la dette corpo, mais sans levier. Ouais. Et ça, c'est la grande différence. Voilà. Et heureusement. Le levier, c'est généralement ce qui vous enterre dans une crise. Oui. Pour dire les choses. Faut demander à Crédit Suisse. Pour dire les choses simplement. Comment vous regardez ce risque de marché qui est très difficile, j'imagine, à quantifier, à maîtriser, à contrôler par nature. Mais ce qui se passe chez Bluehole, je suis désolé de les citer à chaque fois, mais c'est quand même eux qui sont aujourd'hui un peu dans le radar. C'est la vie normale d'un marché de crédit privé. Oui, tout le monde ne peut pas être successful tout le temps en permanence. Ou c'est le canari dans la mine, pour reprendre la terminologie. C'est ce que disait Jamie Dimon aussi avant-hier. C'est-à-dire que chacun doit faire aussi son travail. Et puis l'analyse crédit doit correctement valoriser tout ce qu'il met dans un véhicule. Et donc c'est ça la question maintenant. On voit de plus en plus de défauts. Est-ce que c'est un risque systémique qui se met en place ? Il faut surveiller. Je ne pense pas. Après, encore une fois, on ne le voit jamais venir quand ça arrive. Et pour revenir sur le sujet Bluehole, ils ont quand même cédé leur participation à des assureurs, à des fonds de pension. Leur assureur, je précise. Oui, mais après, ils ne sont pas fous non plus. C'était avec quasiment zéro décote. Oui. La qualité des actifs n'a pas été donc abîmée. Les sous-jacents avaient l'air sains. C'est vraiment plutôt le travers de notre industrie aussi. C'est qu'on promet des choses qu'on ne peut pas promettre. C'est-à-dire qu'on met de la liquidité sur des choses qui sont pas liquides. C'est une demande de liquidité un peu trop forte sur un actif qui est non liquide. Donc, encore une fois, bien sûr, si tout le monde veut racheter au même moment quelque chose qu'on ne peut pas vendre... ça fait un goulot d'étranglement. Mais à ce stade, on ne peut pas en tirer la conclusion que la qualité des actifs s'est fortement dégradée. Le problème, c'est que les marchés cotés re-rate, ceux-là, ils ne re-rate jamais. Et donc, en fait, ils re-rate que quand ils font défaut. Et donc, en fait, c'est un peu le problème. On ne sait pas tant que ça n'explose pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un point de vigilance, vraiment, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a lieu de s'alerter maintenant ? Il faut être vigilant. Bon, on n'observe pas de mouvement de contamination de ces marchés privés vers des marchés liquides ou cotés aujourd'hui non, à ce stade, non, mais comme ça a été déjà dit, c'est difficile à anticiper de toute façon, et on le voit généralement après coup, en fait. Et Bluehole, après, pour le moment, c'est vrai que c'est encore assez limité, c'est une taille quand même assez petite. Je vois les cours de bourse, tous les Apollo, Caker, etc. Ça baisse comme les softwares, quoi. Justement, pour dire les choses. Voilà, c'est ça, parce qu'on voit ce risque. En fait, clairement, ils ont un risque puisqu'ils sont fortement corrélés à tous les softwares. Donc évidemment, c'est sûr que dans cette même optique de ce que je disais tout à l'heure, de vue du marché, pardonnez-moi du terme, mais de tout mettre à la poubelle sur tout ce qui est software, ça paraît assez logique aussi. Donc ça paraît assez logique qu'on soit prudent sur ça. Maintenant, je pense qu'ils sont aussi au courant de ces risques-là. Donc ils vont peut-être mettre en place des choses pour justement éviter que ça arrive. Donc peut-être que le marché est juste trop prudent. Et peut-être qu'il y aura une petite contagion, mais limitée. Et ça, c'est vrai que c'est encore difficile à le dire avec ce qu'on sait à l'heure actuelle. Sur la contagion privée listée, Google émet un titre à 100 ans, à 120 de spread, 10 fois trop demandé. Il n'y a aucun problème. Les spreads n'ont jamais été aussi... très rarement été aussi serrés. Il n'y a pas du tout de nervosité dans les marchés des spreads pour l'instant. Donc, ils ont choisi le sterling pour émettre ensemble. En sterling. Bien remarqué. Ils ont émis quand même 32 milliards de dollars en tout. C'est quand même fou. Et oui, une centaine. Certains États ne peuvent pas se le permettre.
Alors l'Autriche l'a fait il y a quelques années, mais tout à fait. Très bon du point de vue de la gestion des finances publiques pour l'Autriche, qui a été un peu moins bon. Beaucoup moins pour les assureurs qui en ont acheté. Pour les porteurs du monde. Oui. On verra ce qu'il advient du 100 ans Google. Mais on m'a expliqué très doctement et techniquement hier qu'on n'avait pas du tout la même duration avec le 100 ans Google que celle qu'on avait avec le 100 ans autrichien, qui était quasiment une duration de 99. Et là, il y a quand même un bon coupon. Donc la duration est plus proche d'un 30 ans que d'un 100 ans, c'est ce qu'on m'a expliqué. Oui, le coupon est à 675. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Tiens, à propos de dette et de levier, un mot, il nous reste quelques minutes. Xavier, comment on leverage l'Europe, puisque c'est le sujet. Alors, chacun a de la dette à émettre, évidemment, et donc ça les programmes, d'ailleurs, sont en cours comme chaque début d'année. Mais est-ce qu'on a bien en tête, j'allais dire, que le financement de tous les défis qu'on a à relever va être quand même massif? Est-ce que le marché l'a en tête? Les marchés obligataires se sont quand même bien calmés ces derniers temps. Est-ce que ça veut dire qu'on a intégré tout ce qu'il allait falloir financer devant nous pour les prochaines années? Alors intégrer, je ne pense pas, parce que les besoins sont énormes, on le sait, on le voit avec la dette de l'Union européenne, qui aujourd'hui fait 770 milliards. Une taille d'émission pour l'année 2026 qui va être de 160 milliards, qui est au-dessus de ce que va émettre l'Espagne. Donc ça, c'est la Commission en tant que telle, en tant qu'organisme émetteur. Voilà, c'est l'Union européenne, oui, tout à fait. Très clair. Et donc une mutualisation de cette dette à travers tous les États et le PIB associé. Et parce que les besoins sont énormes en termes d'investissement, en termes d'aide, le Parlement européen a validé 90 milliards d'aides à l'Ukraine. Eh bien, c'est à travers cette émission qu'on va pouvoir financer l'Ukraine. On a évidemment NGEU qui a été utilisé. Il y a plus de 640 milliards qui ont déjà été émis, qui sont utilisés par les États. Et nous avons tous les États européens qui ont besoin de cette aide-là et qui la demandent. Nous avons la France, bien sûr, nous avons l'Italie, mais nous avons également la Pologne et la Hongrie, et les pays baltes, qui sont des gros demandeurs. Donc oui, on a une mutualisation de cette dette, même si les Allemands n'aiment pas ce terme-là, mais les Allemands aujourd'hui ont besoin d'émettre aussi. Ouais. Ils ont un programme d'investissement qui est colossal. J'aime bien ce terme-là pour l'Allemagne, ça leur va bien. Et donc, ces investissements en infra et en armement fait que, en fait, ça les arrange que l'Union européenne puisse émettre par ailleurs, parce qu'eux aussi, demain, vont en avoir besoin. Et cette réalité, elle va s'imposer comme une évidence, elle va permettre, j'allais dire, de transcender les réticences politiques, qui arrivent toujours très vite quand on parle des missions communes en Europe, même si ou dans des moments critiques, NGEU pendant la période Covid, on est capable de faire. Mais ça reste des moments critiques. Ça reste des moments critiques. Je pense que pour l'instant, les États ne sont pas encore, du moins certains États ne sont pas encore prêts à cette mutualisation en tant que telle, du moins de le dire en tant que tel. Ouais. Mais c'est le mouvement qu'on est en train de prendre. Et il faut quand même voir que la dette de l'Union européenne, ça a plus de 40 ans. Et c'est seulement depuis 2020 qu'on commence à avoir une vraie courbe des taux qui sont prêts sur l'Union européenne. Donc, en fait, on le met en place. Il y a un vrai marché là qui s'est mis en place pour cette dette commune européenne. Et puis sa notation, AAA, 2A+. Oui, ça vaut encore quelque chose dans le monde actuel, même si on a beaucoup moins de AAA qu'auparavant. Là aussi, il y a un prochain rendez-vous, 19 et 20 mars, sommet européen, qui est présenté comme un sommet important, évidemment, pour essayer de mettre sur la table des avancées pour leverager l'Europe, comme je le disais. Alors, il y a l'approche structurelle, on fait des réformes, on complète l'union des marchés de capitaux, de l'épargne et de l'investissement, et puis il y a l'approche budgétaire, les deux approches n'étant pas forcément exclusives l'une de l'autre. Donc on verra ce qui ressort de ce sommet européen qui aura lieu 19 et 20 mars prochain. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Xavier Chapon, Arkea Asset Management, Dorian Foulon, Cholet, Dupont, Oudard et Arthur Tondou, Odo BHF Asset Management.